Alors, vous parliez tout à l'heure de la sortie de l'euro. Alors, un tout petit mot sur l'émission de télévision qui s'est passée cette semaine. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Bye Bye l'euro. Non. La fiction, non, J'en ai parlé sur mon blog. Enfin, j'avais parlé de l'annonce quand j'ai vu ce truc-là, mais non, je ne regarde pas. Le scénario noir, ce genre de Mais de toute façon, c'est tous les 2 mois. On va tous mourir s'il n'y a plus d'euros. Quand on serait dans la situation de la Pologne et la Corée, du Paraguay, de 180 autres pays. On aurait notre monnaie. Vous vous rendez compte, un peu comme autant il y avait le franc. Vous vous rappelez tout ça, la misère, le cannibalisme dans les rues, c'était affreux. Hein. Heureusement, ça va beaucoup mieux maintenant. La croissance est là, l'emploi est là. Ça marche bien, quoi. Mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui prétendent toujours, qui disent que la France est trop petite pour se débrouiller seule dans le monde globalisé aujourd'hui? Ça, c'est très rigolo. Ça, je pense que c'est une vraie. Ça, c'est intéressant, mais ça, pour des sociologues et, à mon sens, sans doute des psychologues derrière, pour essayer de comprendre ce qu'il y a sur la France qui serait trop petit, mais trop petit par rapport à quoi? C'est intéressant parce que, en effet, c'est une des raisons, peut-être même la principale, qui sous-tend l'espèce de construction de l'organisation de Bruxelles, comme disait fort justement Maurice Allais, parce que des constructions et des coopérations en Europe, il pourrait y en avoir 50 de façon tout à fait différente. On serait trop petit pour peser. Vous êtes trop petit pour peser par rapport à quoi, à qui et sur quel sujet en fait exactement? Parce que moi, le seul vrai sujet sur lequel on est trop petit, c'est pour faire la guerre. Bon, bah c'est vrai qu'on est un peu petit pour aller faire la guerre, parce que on a la bombe atomique, donc vraiment on est tranquille de ce côté-là, donc on ne devrait pas trop nous emmerder. Donc après, ça est trop petit pour peser sur quoi exactement? Sur des négociations économiques. Mais bon, si on est trop petit, bah, on se groupe en fonction des pays à intérêt convergents, comme font tous les autres pays sans que ça pose de difficultés. Moi j'emploie souvent une métaphore ici qui est celle du cinéma sur la construction européenne. Je ne sais pas ce qu'en penseront les téléspectateurs. Comme vous le savez, il y a des tarifs réduits au cinéma. C'est assez intéressant, c'est-à-dire que votre place, elle n'est plus à 10 €, elle est à 8 €. Alors si vous appelez tous vos amis en disant « Tiens, j'ai une super idée, groupons-nous pour aller au cinéma ». Vos copains vont vous dire « Ah bah ouais, tiens, on va payer 2 € de moins la place, putain, t'es génial, ouais, cool ». Vous appelez vos 27 amis là. Puis 27, vous dites « Chouette, on va au cinéma ». Puis là, tout le monde trouve ça très intelligent, jusqu'au moment où vous dites « Bon, on va voir quoi en fait ?» Et c'est là que vos emmerdements vont commencer, en fait, sur quel film on va voir à 27. Alors, je pense que vous allez discuter pendant un moment, et puis, à mon avis, au bout d'1 heure, vous allez vous mettre d'accord sur une façon ou une autre d'un vote, n'importe quoi, pour décider, parce que sinon, vous ne pouvez plus, vous allez louper la séance. Donc, vous le faites 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, puis je suis prêt à parier qu'à la 6e fois, quand vous allez dire à vos amis, venez, on va voir le film, ils vont dire, attends, t'es gentil, moi, je suis allé voir un film qui m'a plu, 2, ça m'a pas plu, puis 2, c'était des daubs horribles, parce que moi, de toute façon, les dessins animés, les films d'horreur, j'aime pas. Donc, bah, tant pis, je vais payer 2 € de plus, mais enfin, au moins, je vais voir ce qui me plaît. Donc on voit très bien que c'est exactement ça, la construction européenne. C'est-à-dire vous décidez, vous ne savez sur quelle base, qu'il faut être 28, 30, bientôt 32, 35. Heureusement que ça s'arrête presque. Là. Enfin, ils sont en train de chercher la Géorgie, peut-être l'Afghanistan un jour. Enfin, c'est pas où ils font. Ouais, mais là, ils sont vraiment vers l'Est. À mon avis, ils arrêteront au Japon, en fait. Ils vont continuer. Donc on voit que ça ne marche pas. Mais par contre, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui est intelligent? C'est de dire, tiens, moi, j'irai bien voir le dernier Hobbit, là, qui vient me voir, parce que dès qu'on est 10, on a le tarif de groupe, et puis dès que vous avez 10 amis, vous allez voir le Hobbit et vous êtes content, en fait. Pourquoi vous êtes 28? Allez-y à 10, ça marchera très bien. Et 10 d'accord, ça marche beaucoup mieux que 28 pas d'accord. Et c'est pour ça que ça ne marche pas, l'organisation de Bruxelles, parce que les pays sont très différents, n'ont pas les mêmes histoires, n'ont pas les mêmes visions, n'ont pas les mêmes envies, n'ont pas les mêmes besoins, et des besoins, je répète, qui sont aussi bêtes que de la démographie, que d'un âge moyen de population, qu'un niveau de prix immobilier, qu'une structure de coût du travail. Donc évidemment, ça ne marche jamais, votre truc. Et donc vous vous retrouvez à 28, tout à fait impuissant, et donc vous pesez rien. Et le bilan de la construction européenne est résumé l'année dernière par, je trouve quand même, la ministre américaine qui vous dit « fuck the EU ». Enfin, voilà donc le poids que vous pesez. Et moi je regarde, la dernière fois que la France a pesé, c'était dans les années 60, puis elle était toute seule, mais il y avait juste un général qui était là et puis qui disait « je fais comme ça, je tape du poing sur la table et puis j'y vais ». Et puis de temps en temps, bah, tiens, je suis rejoint par la Chine ou je suis rejoint par l'Amérique du Sud, je suis rejoint par les gens qui pensent comme moi. C'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que font les autres pays et que vous avez quelque chose qui marche correctement. Donc évidemment, le côté on est trop petit pour peser, qu'on réfléchisse 2 secondes pour peser pourquoi. Si vous pesez sur le climat, mais le climat, il faut la planète entière, parce que sinon, si on fait juste l'accord de l'Europe pour baisser les gaz à effet de serre, c'est ça ou rien, c'est pareil. Donc il vous faut de toute façon la Chine, l'Inde et les autres pays. Les négociations commerciales se font aussi de façon interpays, c'est des négociations planétaires.
Donc le reste, et après pour vos négociations de voisinage, eh ben, vous prenez vos négociations de voisinage comme n'importe quelle négociation diplomatique, pas la peine d'avoir M. Juncker qui vous explique la vie en fait, parce que sinon, à moins que vous ayez vraiment envie de frauder le fisc, vous n'avez pas beaucoup de bons conseils de monsieur. Quoi. Alors, on va continuer quand même, puisque à travers votre blog, vous êtes dirigé même sur les questions géopolitiques, particulièrement. Et donc, justement, cette crise économique qui frappe les États-Unis, qui frappe l'Europe aussi, malgré tout, n'est-elle pas un petit peu, quelque part, dans ce qu'on voit, là, ce qui se passe en Ukraine, les Américains cherchaient un peu le conflit pour résoudre un peu leur crise. Est-ce qu'il n'y a pas un peu, derrière ce conflit ukrainien, je veux dire, l'Occident qui cherche un bouc émissaire à sa crise, qui cherche une sortie de... Comment vous voyez la cause réelle de ce qui arrive en Ukraine? Je suis assez peu sur je vous suis assez peu sur ce terrain-là. Je pense que vous faites beaucoup trop de crédit à l'intelligence de quoi que ce soit là-dedans. Vous avez un système qui est complètement en roue libre, totalement incontrôlé. Et c'est ce qui se passe, quoi. Vous avez des... la bêtise est beaucoup plus responsable, à mon sens, de tout ce qu'on voit, plutôt que le côté « Ah tiens, je vais essayer de trouver le bouc émissaire de trucs de la stratégie pour donc l'Amérique a quand même placé un petit peu ses pions économiques. Quand ils ont commencé, l'Amérique a quand même installé le fils de Joe Biden à la tête du gaz. Comme ils ont fait des pillages également en ex-Yougoslavie, là, ils avaient peut-être pensé qu'il y avait des sous à prendre et puis que ça a mal tourné en Ukraine, ouais. Comme en Yougoslavie, en Ukraine, là, actuellement. Le machin, là, qui est le pays le plus pauvre d'Europe, en fait. Oui. Où la principale richesse, c'est les cailloux, à peu près. Disons qu'en Ukraine, au départ... Il y a la main-d'œuvre, vous avez la main-d'œuvre, vous avez 40 millions de personnes maintenant qui coûtent 70 € par mois et on s'est mis en libre-échange avec eux, donc ça, c'est malin, effectivement, bravo. Il me semblait qu'on avait des problèmes de compétitivité, mais j'ai pas dû bien comprendre alors la façon de lutter contre les problèmes de compétitivité. Qu'est-ce que, selon vous, justement, qu'est-ce qu'on est allé chercher en Ukraine? Les emmerdements, et je pense que ça marche bien, non? Mais enfin, quand on est cherché les emmerdements, qu'est-ce qu'on est cherché en Irak, en fait, très concrètement? Vous avez mis, oui, un peu de pétrole, machin. Ouais, enfin, on est bien d'accord que le ratio investissement, ce que vous a rapporté le pétrole par rapport à ce qu'a coûté la guerre, évidemment, vous êtes quand même très loin. Hein. Mais la Libye non plus, en fait. Puis la Yougoslavie non plus, à peu près. Enfin, on est bien d'accord qu'on parle que de guerres qui se poursuivent sans arrêt et sans aucune rentabilité objective. Mais rien de rien, quoi. Ah ouais. Quelle raison vous voyez, justement, à cette... La bêtise. La bêtise. Ça marche bien, en fait, la bêtise. Vous savez, souvent... Uniquement la bêtise, vous dire pour vous... en bonne partie. Mais quand je dis la bêtise, vous avez derrière de l'intégrisme, en fait. Quelle est la volonté ici? Parce que l'Europe a aussi beaucoup poussé. C'est une volonté d'étendre l'Empire, en fait. Leur espèce d'empire là, qui ressemble de plus en plus à l'URSS, veut s'étendre tranquillement. On va avoir l'Ukraine, on va avoir... On a signé un accord d'association avec la Géorgie. Enfin, je rappelle que la Géorgie, c'est plus loin que Gaza, quand même, de nous. Enfin, c'est quand même fabuleux. Je ne voyais pas trop la Géorgie en Europe, mais enfin, je dois pas... Mes cartes doivent dater un tout petit peu. Ouais, puis mais ils finiront peut-être à l'Afghanistan, là-bas, dans l'Union européenne, hein, si c'est possible. Donc voilà, vous avez des espèces de talibans qui s'imaginent qu'ils sont en train de construire la paix alors qu'ils construisent que la guerre en permanence et le malheur autour d'eux, comme depuis 30 ans, et une machine qui s'emballe, quoi, qui tourne, mais qui tourne comme en URSS, c'est plein de choses tournées pour rien aussi. Hein, c'est le côté dit à Staline comment on vend les récoltes de blé, génial, quand on en jette la moitié, il y en a trop en fait. On peut pas... Bon, alors que les gens crèvent de faim. Bon, ben là c'est pareil, vous étendez, pourquoi? Parce qu'ils ont décidé d'étendre que c'était bien, qu'ils s'imaginent, je sais pas, aller s'occuper de ce qui se passe dans les contrées lointaines comme ça, enfin l'Ukraine, c'est quand même partie de l'URSS hein, à la base quand même. C'est fabuleux d'aller chercher ça. On voit quand même d'ailleurs à travers la politique de Brzezinski dans le Grand Échiquier qu'il avait quand même, il avait écrit noir sur blanc qu'il fallait, aller embêter les Russes en Ukraine, il fallait les chercher. Ok, oui, bah, enfin d'accord, mais quand vous avez dit ça, oui, bah, faut embêter la Russie, oui. Bon, faut l'empêcher de devenir une puissance. Oui, c'est une base de la diplomatie quand même à la base. Oui, effectivement, il a théorisé comme ça. Bon, après, c'est pas Brzezinski qui fait la pluie et le beau temps là-bas non plus, hein, mais si je veux dire, si demain il y a ça en Biélorussie, les mecs ils feront pareil en Biélorussie. Vous aurez BHL demain en Biélorussie, hein, vous ne vous inquiétez pas, il apportera la paix, la liberté, l'amour, la gloire, comme partout. Brzezinski a jamais parlé de la Biélorussie, mais enfin c'est pareil au Tadjikistan demain, il va au Tadjikistan, BHL, non, c'est BHL, DHL, c'est les voyages, tout ça, il connaît bien quand même. Donc non, c'est une guerre de la bêtise, quoi. Oui, je dis bêtise un peu
j'oppose des bêtises à votre idée de complot et donc d'intelligence derrière. Si vous parlez d'un complot, vous parlez d'intelligence. Non, mais complot, excusez-moi. Il n'y a pas de complot, mais enfin de volonté, de rapport. Mais bien qu'il n'y a rien, il n'y a rien à faire. Vous avez que la désolation à semer là-bas. Et c'est exactement ce qui se passe sur un problème qui aurait dû être réglé en un mois avec des gens intelligents. De toute façon, à peu près tous les gens un peu intelligents là-dedans étaient d'accord. Hein. Enfin, vous avez Kissinger, moi je suis allé interviewer l'ancien conseiller diplomatique de Gaulle, Helmut Schmidt, Helmut Kohl, ils avaient des visions tout à fait convergentes. On inquiétait de toute façon, on n'a rien à faire avec l'Ukraine, c'est historiquement pas du tout dans notre zone d'influence. Donc après qu'elle se débrouille tranquillement avec la Russie, elle est tout à fait libre. Bon, enfin évidemment, on ne va pas aller, si on veut continuer à avoir des relations de bon voisinage avec la Russie, aller chatouiller l'Ukraine, on la laisse se débrouiller et négocier avec la Russie. Pour final, vous rigolez, t'as des mecs qui y sont allés, vous avez tous les ministres qui sont allés défiler là-bas à Kiev pour aller foutre dehors le président élu, certes critiquable, mais en attendant un président élu. Et puis évidemment, vous mettez le feu au pays. Quand on connaît en plus un peu l'Ukraine, on sait que ça peut finir que de cette façon-là. Donc bah non, ils sont allés s'en mêler et on voit les conséquences et tout le mal qu'a pu faire l'Union européenne là-dedans et les États-Unis. Et regardez l'accord de Minsk, qui est quand même plutôt un bon accord. Espérons que ça tienne. Enfin, en tout cas, vous avez toutes les bases dedans, enfin, qui sont d'ailleurs des bases vachement intelligentes, qui consistent à dire, en gros, on va laisser les gens décider à l'Est un peu de leur avenir, quoi, ce qui semble être un peu l'article 1 de la Charte des Nations Unies, que les peuples un peu décident de leur avenir, qu'on aurait pu faire très tranquillement dès le premier jour, mais ça, on ne l'a pas fait, et on voit qu'on en est sorti. Pour le moment, touchons du bois, espérons que ça durera, parce que la France et l'Allemagne ont fini par taper du poing sur la table. Mais c'est sûr que si vous avez envoyé Tusk, le Polonais, là, il vous ramenez la guerre, hein, le gars. Il ne vous ramenez pas la paix, comme l'ont fait les deux. Donc on voit justement le danger de cette organisation de Bruxelles, qui, soi-disant, l'Europe c'est la paix. En fait, l'Europe c'est la guerre, vu comment ils sont organisés, vu leur mentalité, vu le fait qu'on a fait rentrer l'Europe de l'Est là-dedans, avec toute leur haine recuite, avec la Russie, qui sont compliqués. Alors je ne donne pas trop de leçons, hein, ils sont au niveau de nous face aux Boches dans les années 20, hein, mais enfin on voit que ça finit pas très bien en général, donc si on peut éviter de se laisser entraîner dans la guerre par ça, sachant qu'on a une Russie qui reste malgré tout diplomatiquement plutôt raisonnable, comme on l'a vu jusqu'à présent. Ils n'ont pas envahi, ils n'ont jamais demandé, ils n'ont pas soutenu les régions à l'Est, ils auraient pu tout à fait les reconnaître, hein, et puis passer la frontière pour aller les soutenir. On voit que ce n'est pas du tout leur vision. C'est une demande raisonnable et espérons qu'on arrivera à en sortir. C'est vrai que finalement, se retrouver quand même proche de la guerre à cause de l'Ukraine, c'est quand même délirant sur des choses qui sont, je répète, sur une ancienne république de l'Union, de l'URSS. C'est fabuleux, mais ça, c'est l'effet magique. Union européenne, je pense, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et le programme de Syriza, tout ça, je veux dire, à la base, vraiment, hein, je m'en fous un peu du programme de Syriza, s'ils pouvaient faire ce qu'ils veulent en Grèce, et puis, je pense que quand on est dans cette situation où chaque pays fait ce qu'il veut, et puis en subit les conséquences comme un grand, on va beaucoup mieux que quand on se met à prêter 250 milliards à des pays non solvables, parce qu'on voit bien ce que ça peut déclencher derrière. Si demain ça se passait mal et que la Grèce fait défaut, et donc ruine la BCE, ruine machin, enfin moi je ne sais pas ce qui se passe en termes diplomatiques entre les pays. Enfin, tout ça pour avoir fait une monnaie unique qui ne sert à rien en fait, au contraire qui détruit l'économie. C'est délirant, tout comme est délirant le fait d'aller s'occuper de l'Ukraine, tout comme était délirant il y a 2 ans. Alors voilà, Chypre, ces 2 grosses banques font faillite, alors ça y est, on a tous eu peur à cause de Chypre. Enfin, Chypre, c'est... Putain, mais pourquoi on subit ça en fait? Pourquoi les États-Unis ne font pas ça? Qu'ils fassent une zone aussi avec le dollar et l'Amérique centrale, et puis le jour où il y a une élection au Costa Rica, ils trembleront tous les Américains, enfin ce serait bien quoi. Qu'ils fassent l'Africo, en Afrique aussi, comme c'est une élection à Djibouti, hop, toute l'Afrique tremble, le Nigeria en transe, oui, ce serait... Il n'y a que nous qui subissons ça quand même. Enfin, c'est proprement stupéfiant, et on voit qu'évidemment, comme les élites soi-disant complètement en faillite poussent à ça, évidemment avec une incompétence crasse depuis le premier jour, évidemment ils n'arrivent pas à revenir en arrière, et là vous êtes dans ce qu'on appelle en psychologie sociale une escalade d'engagement. Autrement dit, vous avez fait une connerie, et vous ne voulez pas reconnaître la connerie, et donc vous continuez. Donc ça c'est le syndrome du joueur de roulette, il a perdu, il continue à mettre. C'est le banquier qui va continuer à investir dans une boîte en faillite, c'est le PDG, tiens flûte, mon projet il ne marche pas du tout, si j'avais su j'aurais jamais investi, mais enfin maintenant que j'ai dit aux actionnaires depuis 5 ans qu'on met du pognon là-dedans, je continue à en remettre, et puis au final ça fait juste une perte plus importante au final, et c'est exactement la situation dans laquelle on est. Alors, on a entendu parler du fait que des tanks russes étaient rentrés sur le territoire ukrainien. Vous avez dit vous-même qu'il n'y a pas eu d'invasion. On a finalement vu que ces tanks, c'est des photos des tanks datées de 2008, que c'était en Ossétie. Comment vous expliquez-vous que les médias français, et les médias occidentaux en général, n'aient pas fait état de ces faux, et qu'on n'ait pas noté que tout ça c'était c'est les 50e faux, hein, généralement. Déjà, dès le mois de mars, il y avait une fameuse affaire
J'avais démonté sur mon blog là, des photos du New York Times qui avait publié des photos des soi-disant déjà des Russes qui étaient là, machin, des militaires russes officiels qui étaient là. Il y avait toutes les photos, machin. C'est le gouvernement ukrainien qui les a données au gouvernement américain qui avait validé les photos. Le New York Times les sort. Ça a fait 48 heures sur Internet. Les mecs se sont rendus compte que tout était bidon. Mais bidon, puis pas qu'un peu quand même. Hein. C'était du trucage réel, quoi. Enfin, autrement dit, le gouvernement ukrainien nous manipule. Normalement, ce truc-là, c'est quand même pas loin normalement de rompre les relations diplomatiques. Et bon, bah non, c'est aucun problème, c'est très bien. Effectivement, c'est la même chose qui se poursuit depuis le premier jour. Mais là, après, vous êtes sur un autre sujet que j'ai essayé de traiter sur mon blog, qui est la propagande de guerre, en fait. Comment on fabrique une opinion, comment on en vient tous finalement à détester la Russie, qui est loin d'être parfaite actuellement, mais enfin, qui est quand même un allié, qui se comporte plutôt bien. Quand je regarde qu'ils ont envahi depuis 30 ans, pas grand monde, en fait, hein, par rapport à nous, aux États-Unis. C'est pas le gros facteur déstabilisant de la planète, en fait, il me semble. Hein. Avec Vladimir Poutine qui, depuis qu'il est là, a toujours dit qu'il avait envie de se rapprocher de l'Union européenne, d'avoir des relations économiques, politiques de plus en plus développées, qui a repris cette idée de l'Europe de l'Atlantique jusqu'à Sébastopol. C'est pas rien d'avoir comme ça la Russie qui vous dit « moi j'ai envie de m'allier avec vous ». Bon, en fait, on lui crache la figure. Donc, le gars va s'allier avec la Chine, c'est pas grave. Comme ça, on aura un bloc sympathique qui sera plutôt contre nous au lieu d'avoir des alliés. Donc, il y a des époques où la diplomatie se fait des alliés, il y a des époques où la diplomatie se fait des ennemis. Alors, on est dans cette époque-là, qui est une époque de bêtises, mais de bêtises économiques, de bêtises géopolitiques, de bêtises monétaires. Si vous regardez, enfin, c'est quand même très étonnant. Ces façons de tout mal gérer quand on regarde. C'est assez stupéfiant. Donc ça, après, derrière, vous êtes dans de la propagande de guerre classique, qui est très bien analysée depuis la Première Guerre mondiale, qui fonctionne toujours suivant de la même façon. C'est-à-dire que nous, on n'a jamais rien fait. L'ennemi, c'est toujours Yann Morelli aussi, qui a repris des travaux déjà de la Première Guerre mondiale, qui a défini 10 principes élémentaires de propagande de guerre, et qui sont ceux-là, hein, qui sont en face, ils sont très méchants. Le leader en face, c'est Adolf Hitler, c'est le mal incarné. Nous, on est gentils, puis on fait la guerre, puis il n'y a jamais aucun intérêt pour nous. Ça, c'est vraiment pour la paix et la liberté. L'ennemi, il utilise toujours des armes, machin, il tue la veuve et l'orphelin, alors que nous, non, on a des bombes, tout ça. Hop, dès qu'elle voit un civil, hop, elle fait un écart là pour pas le tuer. Vous voyez, voilà, vous regardez, c'est toujours la même chose, hein, ça rentre toujours dans ces cadres-là. Vous exposez évidemment jamais les objectifs réels des campagnes en cours. Vous essayez d'avoir que des experts orientés dans les médias, c'est ce qui se passe d'ailleurs, hein, parce que comme des grands spécialistes de la Russie qui ne font pas que vomir la Russie, bon, non, ils n'entendent jamais cela. Non, c'est toujours les mêmes. De toute façon, j'en ai identifié 4-5. Hein. C'est 4-5 qui doivent en être au moins à 100 ou 150 interventions chacun dans les médias, hein, pour aller dire des trucs où parfois c'est même pas qu'on est en désaccord. Si vous regardez, les choses sont parfois délirantes quand vous les écoutez. Hein. C'est des complotistes. Si ça, c'est pas des complotistes, moi je sais pas ce que c'est quand même. Hein. C'est des gens qui s'imaginent qu'il y a un complot, que la Russie est derrière tout, qu'elle décide tout, alors que vous avez à la base un truc qui s'appelle une guerre civile en Ukraine. C'est une guerre civile, c'est les populations de l'Est qui sont russophones, n'acceptent pas le nouveau pouvoir, en tout cas c'est ce qui s'est passé au début, évidemment ça a grandement empiré, mais à la base c'est une guerre civile. Il y a des gens qui combattent, 90% sont des Ukrainiens. Et vous remarquez que déjà on ne les appelle plus Ukrainiens les mecs, on les appelle des pro-russes, parce que déjà pro-russe c'est plutôt un russe. Les types c'est des Ukrainiens. Ils parlent russe, c'est tout. Enfin, c'est comme les Suisses. Il y a des Suisses francophones, c'est pas des Français en fait, les Suisses qui nous écoutaient, c'est des Suisses en fait, ils parlent français. Bon, c'est exactement ce qui se passe à la base. Avez-vous entendu le mot guerre civile? Jamais. Et maintenant, en plus, au bout de pas loin d'un an, on en est maintenant systématiquement, c'est quasiment plus qu'invasion russe, quoi. Il y a plus d'autres termes. Si vous dites guerre civile, déjà vous direz oh là c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il y a derrière? On sait que généralement, il n'y a pas les gentils et les méchants. Non, évidemment, un des axes de la propagande de guerre, c'est du manichéisme. Il y a les gentils et les méchants. Puis en plus, maintenant, ceux qu'on appelle gentils, on se rend compte que vous avez des combattants fascistes, néo-nazis dedans. Pas tous, mais enfin, il y a quand même déjà 10, 15, 20% des néo-nazis. Puis on les voit dans des reportages. Hein. J'ai sorti la semaine dernière l'ambassadeur ukrainien en Allemagne qui ont vu des photos de combattants néo-nazis. Il dit oh ouais, ils combattent pour nous en fait, mais heureusement qu'ils étaient là, sinon, quand même, la Russie, on ne sait pas où ils se seraient arrêtés. Enfin, c'est délirant, ces trucs-là. On voit jusqu'où ça peut aller. Donc c'est vrai que cette affaire est quand même très intéressante, puisque fondamentalement, ce n'est pas très différent de propagande de guerre en Irak ou en Libye. Hein. Mais par contre, ça a une intensité qui est vraiment nouvelle. Parce que c'est vrai que d'habitude, il y a un méchant, c'est quand même Saddam Hussein ou Kadhafi. Bon, ce pas des gens qu'on a vraiment envie de défendre.
Pourtant, si on est un tout petit peu cynique, et on l'est toujours un peu quand même en diplomatie, si Saddam Hussein était resté, on n'aurait pas Daesh en ce moment, on aurait eu sans doute au moins 100 fois moins de morts que ce qu'il y a eu en Irak depuis que George Bush est intervenu. Donc voilà, c'est aussi, ça ne fait pas que plaisir de dire ça, on préférait tout ce que la démocratie accomplit en Irak, mais enfin ils sont allés pour le faire, et puis là maintenant on a l'État islamique. Donc vous voyez, des fois, si on arrêtait d'intervenir, peut-être qu'on s'en porterait aussi tous mieux. Donc il y a ça, donc cette fois le méchant, bon, c'est Poutine, alors on essaie de nous transformer en très 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 méchant. Bon, voilà, on peut peut-être trouver mieux comme dirigeant, mais enfin en attendant, le gars, il est élu, c'est déjà pas trop mal hein, sur la planète. Il y a des journaux d'opposition, il n'y a aucune censure d'Internet. C'est Vladimir Poutine qui a fait cesser la peine de mort en Russie, alors que le peuple russe n'en veut pas. Hein. C'est quelques points qui ne sont pas que négligeables. Maintenant, si je regarde la Chine, l'élection, c'est pas terrible, les partis d'opposition, c'est pas terrible, Internet libre, c'est pas terrible, la peine de mort, non, c'est plutôt la banque d'organes là-bas. Voilà, donc hein. Alors maintenant, si je regarde l'Arabie Saoudite, qui quand même décapite les homosexuels au sabre régulièrement, ça n'empêche pas d'avoir François Hollande qui va 2 fois, qui va pleurer quand le pauvre roi d'Arabie Saoudite, là, ça fait un compte, il est mort, tout ça, le gars il soutenait juste un tout petit peu les terroristes, enfin c'est pas très très grave. C'est quand même délirant quand on regarde ça. Ouais, c'est du 2 poids 2 mesures, de 3 poids 3 mesures, enfin on arrive à 10 poids 2 mesures, ce qui vraiment est stupéfiant, et évidemment détruit toute parole qu'on peut avoir sur la planète, mais évidemment, les médias vous diront toujours que la communauté internationale est soudée, ce qui est assez vrai, sauf qu'il faut appeler communauté internationale États-Unis, Europe, Canada, Australie, vous avez la communauté internationale, parce que honnêtement, l'Inde, la Chine, l'Afrique et l'Amérique du Sud, ils sont plutôt du côté de la Russie, puis ça fait juste 1 milliard contre 6 milliards quand même. Hein. Bon, mais ça, c'est assez triste de voir jusqu'où on peut aller, mais surtout voir quand même des combattants néo-nazis qui n'intéressent personne, surtout quand on sait l'espèce de chasse aux sorcières tout à fait justifiée en France sur le moindre truc. Attention, ce ne serait pas d'extrême droite, il y a quand même des néo-nazis qui combattent face à des pro-russes. C'est exactement le schéma de la Deuxième Guerre mondiale. Je rappelle que l'opération Barbarossa, quand ils arrivent... Quand les Allemands attaquent l'URSS et quand ils attaquent en Ukraine, c'est des troupes. Il y a tout un bataillon ukrainien qui est là, qui va libérer l'ouest de l'Ukraine. C'est stupéfiant ce que doivent ressentir les Russes là derrière. Et la Deuxième Guerre mondiale pour les Russes, c'est 25 millions de morts. Donc c'est 5 fois la Shoah quand même. Donc vous voyez, je pense qu'il y avait des néo-nazis qui combattaient là au Liban. À mon avis, Israël il va intervenir assez vite, quoi. Et je ne vais pas que leur jeter des pierres. Bon, là, effectivement, vous avez plein de volontaires qui affluent aussi de Russie pour aller aider en Ukraine. Enfin, plein. Regardez, l'OTAN parle de 9000 Russes, mais qui ne sont pas de l'armée russe, qui sont seulement des soldats, mais qui ont traversé la frontière pour aller aider. Parce que, je rappelle, tout le monde l'oublie. Oui, il y a des Français dedans, mais enfin, oui, bien sûr, mais il y a beaucoup de Russes. Pour ça, d'ailleurs, ils avaient leur passeport. Quand Poroshenko, il y a 15 jours, monte les passeports des Russes, mais c'est sans doute vrai. Mais normalement, des soldats, ils n'ont pas le passeport pour traverser la frontière, quand c'est des gens qui envahissent. Donc oui, c'est des gens qui traversent la frontière. Je rappelle juste que le jour où je suis né, c'était le même pays quand même, hein, l'Ukraine et la Russie. Mais je sais que tout le monde oublie. Donc on voit que c'est un peu compliqué quand il y a un pays qui se scinde comme ça. Peut-être que la plupart des soldats russes qui sont allés volontairement se battre, façon un peu brigade internationale de 1936, sont peut-être la plupart nés dans cet endroit-là, nés dans l'est de l'Ukraine. Ou ont de la famille, c'est moins. Mais tout est imbriqué, hein. Les gens se marient effectivement ensemble. Enfin, c'est pas un Ukrainien, un Russe, c'est à peu près la même chose pour eux. Il n'y a pas une histoire comme entre des Français et un Allemand. On essaye d'appliquer nos schémas de pays très différents sur ce pays qui étaient ensemble il y a 30 ans. Et donc, au pire, il parle de 9000 combattants russes, l'OTAN. Bon, alors, si c'est vrai, on va dire, il y a peut-être 4000. Si l'OTAN dit 9000, alors on va dire 4000. L'Ukraine, il y a quand même plus de 40 millions d'habitants, quand même. Et ils ont toute l'armée ukrainienne qui essaye de combattre. C'est-à-dire, comme quoi, il n'y a pas que 4000 Russes. C'est-à-dire, il y a évidemment 50 000 locaux du coin qui se battent. C'est-à-dire, ils ont mis la conscription, et d'ailleurs, ils n'arrivent pas à trouver des volontaires en Ukraine, alors que le président a levé quand même les troupes, hein, normalement. En fait, la conscription, il y a 10% des gens qui viennent, quoi. C'est quand même assez fabuleux. Ça vous montre qu'il y a d'énormes problèmes là-dedans, qu'il y a quand même une guerre civile, que plein de soldats trouvent qu'on a sans doute... Enfin, plein d'Ukrainiens doivent trouver qu'on a très mal pris les choses. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas aller se battre. Parce que normalement, attendez, si le territoire est vraiment envahi par un ennemi, vous trouvez quand même un peu de gens pour se mobiliser pour y aller quand même. Oh, là, les gens n'y vont pas. C'est comme en Crimée. Quand ils ont pris la Crimée, il y avait des soldats ukrainiens en Crimée.
Bon, quand ils ont perdu, ils ont fini par dire, au bout d'un moment, les soldats ukrainiens revenaient. Il y en a 80% qui sont pas revenus, en fait. Putain, ça montre qu'il y a quand même une vraie difficulté, en fait. Ces gens, ils sont mis en Russie, en fait. Bon, voilà, ça montre la complexité de la chose qu'on nous a jamais présenté. Au pire, on est quand même à 2 doigts d'aller faire la guerre pour un truc qui est quand même délirant et qui peut se régler, ne serait-ce qu'en demandant l'autodétermination de ces gens-là. Enfin, qu'à l'aise, ils votent et qu'ils choisissent leur avenir. Enfin, comme des vulgaires écossais, oui, je veux dire, c'est... Hein, ils ont fait, qu'ils fassent pareil. Puis au final, s'ils veulent aller être indépendants, ils seront indépendants. S'ils veulent rester autonomes en Ukraine, ils restent autonomes en Ukraine. S'ils veulent se être rattachés à la Russie, ce qui m'étonnerait, parce que c'est pas la Crimée, ils sont rattachés à la Russie. S'ils veulent être rattachés au Paraguay, qu'ils se rattachent au Paraguay. Je m'en fous, en fait, à un moment. Juste les gens votent, et puis c'est quand les gens votent qu'il n'y a pas de guerre. Quand les gens ne votent pas, on voit que ça finit toujours par des conflits. Mais là aussi, remarquez cette parole-là, bon, qui a un début de débat, on ne l'entend jamais. Pourquoi, c'est quand même une vraie question hein, sur l'Ukraine, pourquoi les types à l'est de l'Ukraine n'ont pas le droit de voter pour choisir leur avenir? En plus, j'en sais rien ce qu'ils pensent. Hein. Peut-être qu'ils en ont marre et qu'ils veulent retourner, qu'on arrête et qu'on les laisse tranquilles dans le cadre d'une Ukraine comme aujourd'hui. Oui, enfin, il y a eu des référendums. On a vu qu'ils sont allés en masse voter dans des référendums. Enfin, c'est pas des vrais référendums, non, vraiment voter sous contrôle international avec l'OSCE. On fait un vrai référendum. Quel est le problème? Je ne vois pas où est le problème. Ça vous pose un problème? Les gens votent pour choisir. Je pense que, vu ce qu'ils se sont pris, quand même, ils ont peut-être le droit, je pense, de décider de leur avenir. Ben non, ça, on vous expliquera que c'est interdit. Et puis de rentrer le fusil et de sortir un bulletin de vote. Oui, c'est plus intelligent. Mais de toute façon, quand vous êtes sur ces affaires-là, moi je pense qu'au bout d'un moment, tirer la pelote, mais vous arrivez à quelque chose qui me semble relativement simple. Vous avez 2 types de personnes. Vous avez des personnes qui pensent que, ouais, il y a des moments où on peut tout à fait admettre qu'il y a une armée, comme aujourd'hui, ukrainienne, qui prennent ces Katyushas, qui mettent les Katyushas autour d'une ville, comme Donetsk, et qui tirent dessus sur les civils, et puis qui tuent, évidemment, femmes et enfants, évidemment. Hein, l'artillerie militaire qui tire sur une ville, ça fait du dégât, c'est fait pour. Bon, il y a des gens qui acceptent ça. Aujourd'hui, c'est parfaitement accepté hein, par les BHL, machin, console. Alors, je ne comprends pas, parce que quand c'était Serbe qui faisait ça à Sarajevo, j'ai cru comprendre que ça ne lui plaisait pas à BHL. Mais là, l'armée ukrainienne bombarde Donetsk, ils trouvent ça très bien. Puis il y a des personnes qui ne l'acceptent pas. Et si vous ne les acceptez pas, vous n'acceptez pas qu'on bombarde Sarajevo, qu'on bombarde Donetsk, qu'on bombarde l'Irak. Il y a quand même plein d'autres moyens de résoudre des difficultés. Ou la bande de Gaza. Ou la bande de Gaza, oui, c'est exactement la même chose. Enfin, voilà. Vous avez de la diplomatie, vous pouvez avoir des sanctions, vous pouvez avoir plein de choses. Hein. Si on veut faire plier Israël, si on veut faire plier l'Ukraine, vous les faites plier par des sanctions très très dures. Bon, on voit très bien qu'en fait, c'est pas du tout ce qu'on veut. Au contraire, on est en train finalement d'essayer de sanctionner les gens qui se font bombarder. C'est assez fabuleux. Pour conclure, oui, je voulais juste faire un petit mot sur les médias. Juste poser la question, tout à l'heure vous parlez de complot. Est-ce qu'on peut dire, à votre avis, sans tomber dans le complotisme, que les médias sont à la solde des multinationales et des États? Bon, ça marche pas comme ça, en fait. Mais... Sans dire qu'on est dans le complot, c'est un fait. Il n'y a pas de complot, c'est de l'entre-soi, quoi. Est-ce que vous intervenez sur BFM TV régulièrement? Est-ce que vous avez une voix un peu dissonante? Est-ce que vous avez une totale liberté de parole? Est-ce qu'on vous dit quelquefois d'atténuer un petit peu vos propos? Non, mais enfin, BFM Business est sur un peu ce créneau-là, quoi, d'avoir quelques personnes qui ont des voix. Oui. Mais ça, c'est des stratégies. Vous en trouvez toujours tout le temps. J'avais débattu arrêt sur image avec le journaliste du Monde. Je parlais justement de cette espèce des néo-nazis. Le gars me dit mais non, c'est pas vrai. Moi, j'en ai parlé quand même il y a 3 ans et demi, hein, page 24. J'avais fait un petit truc comme ça. Donc ça change toujours l'excuse. C'est oui, j'en ai toujours parlé. Enfin après, c'est le pâté d'alouette, quoi. Oui, il en a parlé comme ça et puis il a fait 3 km sur autre chose où il remet plus ça en perspective. Il y a quand même, je dirais, il y a un parti pris évident des médias en place, des plus gros médias pro-occidental quand même sur la question ukrainienne. Il y a un parti pris, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de parti pris. Ah oui, mais ça c'est évident, il est total absolu. Après, ce qui est intéressant dans l'analyse des médias, mais après il faut dire Chomsky là-dedans, c'est d'essayer de comprendre comment tout ça se fait, cette fabrication du consentement. Parce qu'il n'y a pas de complot, il n'y a pas quelqu'un qui dit ah tiens, voilà ce que tu vas dire aujourd'hui. Non, mais il y a. Mais regardez comment ça se passe. Déjà, vous avez. Il y a des salles de rédaction. Vous avez, oui. Il y a des intérêts. Oui, si vous voulez, mais enfin, c'est pas. Ça, c'est la deuxième étape. La première, c'est que vous avez des journalistes, déjà, dont le niveau a quand même assez baissé, quoi, quand vous regardez, en tout cas, pas le niveau, j'aime pas le mot niveau, pardon, c'est pas le bon terme, mais dans l'esprit critique a baissé. Journaliste, il y a 30 ans, c'était un baroudeur, un machin, un mec qui avait roulé sa bosse. Bon, là, maintenant, c'est le gars qui a fait Sciences Po, tout ça, donc il sera bien propre sur lui. Donc déjà, c'est, bon, voilà, on va faire attention. Ça, c'est le premier point. Après, le deuxième point, c'est, vous les mettez sous pression.
C'est-à-dire que le journaliste comme ça, c'est coco. Alors tu me parles de l'Ukraine, tu me fais un papier ce matin sur l'Ukraine, cet après-midi sur la BCE, demain tu m'en fais là sur le Tadjikistan, je crois que ça bouge, et puis sur l'Australie demain après-midi. Bon voilà, donc tu as 2 heures pour faire le papier. Attends, comment comprendre l'Ukraine en 2 heures? Bon bah donc comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Concrètement, il prend l'AFP. Ça on le voit très très bien, c'est-à-dire les gens, vous avez plein de médias, ils ont tous une source, c'est l'AFP, en fait, qui est déjà problématique, ça veut dire que c'est vraiment l'AFP. En plus, maintenant, sur Internet, ça aussi, je l'ai analysé plusieurs fois. Vous avez une info, c'est la même, tout d'un coup, mais copier-coller. Hein. Il change la photo et le titre, en fait. Voilà le travail du journaliste. Et c'est la même chose sur Le Figaro, Le Monde, Libération, machin. Et puis jusqu'en Suisse, au Canada, au Québec, ça a quand même une puissance. Alors bon, donc vous remontez à l'AFP. Donc autrement dit, finalement, les seuls journalistes sont à l'AFP. Et puis l'AFP, c'est pareil. Hein, ces mecs, ils n'ont pas de moyens. C'est limité. Moi, j'avais un journaliste comme ça qui me racontait un jour, comme c'est un spécialiste de l'économie, il suivait donc des questions, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, enfin, il suivait des questions économiques, hein. Donc ils interviewent, il y a une conférence de presse, il voit le gars de l'AFP à côté, le gars de l'AFP, il avait 23 ans en fait, et il connaissait rien au sujet, parce qu'en plus c'était à l'étranger en fait, hein. Donc là il parlait à peine la langue, il connaissait rien. Donc le gars comme baroudeur, super compétent, hein. Il me dit, je reviens, je regarde la dépêche AFP, le gars avait compris la moitié des choses en fait. Il dit, bon, bah, je vais voir mon rédacteur, et puis je lui dis, bon, on va corriger ça. Le mec me dit, non, c'est la dépêche AFP, hein, t'arrêtes, hein, coucou, on suit l'AFP. C'est le truc qui boucle d'une façon qui est quand même assez hallucinante. Donc vous avez un manque de compétences et d'esprit critique qui est quand même extrêmement généralisé. Et déjà, quand vous avez ça, ça devient très difficile. Donc après, comme il n'y a pas de formation à l'esprit critique, ou dans la formation de journaliste, on analyse en profondeur Noam Chomsky. C'est quand même le spécialiste des médias, de la fabrication du consentement, que ce n'est pas un mec qui parle comme ça. C'est je vous démontre par A plus B ce qui s'est passé, c'est ce que j'ai modestement essayé de faire sur l'Ukraine. Vous prenez la source, regardez les faits, prenez les photos, regardez, il y a le contraire qui arrive en bout de chaîne. On peut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe quand on a eu les couveuses au Koweït, machin, Saddam Hussein, les armes de destruction massive, les machins, les viols en Libye, les massacres à Libye. Non mais on voit que c'est quand même toujours la même chose à chaque fois. Et à chaque fois, les gars disent oh non, mais là on a quand même fait. Les médias vous disent toujours à la fin, nous on a fait mieux que la fois d'avant. Maintenant on a bien tiré les leçons. Puis c'est toujours les mêmes âneries. Donc voilà. Donc déjà vous avez une base pour qu'il se passe un peu n'importe quoi, qui est quand même déjà sympathique. Vous mettez en effet au-dessus le fait que tous les médias sont maintenant la propriété de 5 ou 6 milliardaires. Bon, du coup on dit un peu moins du mal des milliardaires en fait. Et ça finalement ça offusque personne d'avoir aussi peu de débats contradictoires. Je veux dire, pourquoi on ne finance pas 4 ou 5 journaux qui seraient un peu alternatifs, qui auraient des visions très différentes, qui seraient... Il pourrait y avoir des trucs. Enfin, c'est un service public, il y a bien des chaînes de télé publiques, mais il n'y a pas de chaînes, il n'y a pas de journaux publics. Vraiment, il y a un CSA qui contrôle quand même un tout petit peu. Donc je suis arrivé à faire... Je les ai fait condamner 2-3 personnes par le CSA. C'est pas grand-chose, mais déjà, tiens, c'est un début de contrôle. Sur l'audiovisuel, sur la presse écrite, vous ne pouvez rien faire. Il n'y a aucun moyen de dire, tiens, là, le Monde déconne grave, vous pouvez vous plaindre à personne. Si l'actionnaire du Monde est content, ça continue et c'est exactement ce qui se passe. Et quand on voit en effet ce que sont devenus ces grands journaux, vous prenez le Nouvel Obs, Le Monde, Libération, mais c'est affligeant de bêtises en fait. Et puis vous prenez il y a 30 ans, c'était quand même des journaux de référence qui avaient lu débat. Regardez la couverture par Le Monde du Vietnam, c'est quand même quelque chose, ça discute sec quand même. Hein. Enfin, là, aujourd'hui, c'est l'OTAN, envoyez-moi le communiqué de presse quand vous le reprenne, quoi, va gagner du temps. C'est affligeant. Alors évidemment, comme le journaliste, il lit Le Monde en se disant, attends, c'est la vérité, parce que c'est Le Monde. En plus, l'AFP a confirmé. Bon, déjà, l'esprit critique, ça devient difficile à l'expliquer. Oui, enfin, c'est pas... Au début, vous expliquez, tiens, il y a un phénomène néo-nazi en Ukraine. On vous regarde comme ça en disant que tu étais intoxiqué par la propagande russe, quoi. Les mecs, ils sont publics, il y a les trucs, vous prenez le site internet, des gens, ils se prennent en photo, ils ont programmé et tout. Les mecs, on n'y croit pas. En plus, c'est un mouvement où c'est dans le berceau de la Shoah, en plus, dans ces endroits-là, de l'Est de l'Ukraine et de la Pologne, c'est les endroits où il y a les plus forts taux de mortalité de l'histoire, des supplétifs ukrainiens qui aident les Allemands. Merde, quoi, il faut faire attention à l'histoire. Puis on parle de ça, c'est passé par perte et profit. De toute façon, je vous dis, tout ça, c'était avant Milton Friedman, donc pensez que c'est pas très intéressant. Olivier Berruet, merci bien pour cette interview. Eh ben, merci. Merci.